Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Foot. Allez, ce soir, on a énormément de choses à débriefer ou même à préfacer en vue du week-end prochain. On a vraiment une riche édition ce soir et on a également trois invités de choix avec, pour commencer, dans le fauteuil, Jean-François Beguin, coach de l'OIRS avec nous ce soir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Florent, bonsoir Philippe. Ben oui, bonsoir. Forcément, Philippe qui est avec nous aussi, fidèle au rendez-vous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Florent. Et puis, nous ne serons pas seuls, puisque en visio, nous aurons l'occasion d'avoir Bastien Gilsoul, le meilleur buteur de Flawin en P3B. Il ne faut pas se tromper, parce qu'en P3A, on aura également Martin Pierrot de la ROS Philippeville, deux clubs qui peuvent être champions ce week-end. Voilà pour le programme. On aura bien entendu nos rubriques habituelles avec la carte talk ou encore le 11 de base. Mais avant cela, on lance la première mi-temps. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro du Talk Foot. On le voit, vous êtes déjà nombreux dans le chat. Il faut dire que vous étiez dans les starting blocks, là, quand on a mis l'annonce. C'était lundi soir, d'ailleurs. Vous étiez beaucoup à commenter, à partager. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nos invités. Posez vos questions. Jean-François est là. Et Philippe a déjà quelque chose à dire. Oui. Comme on arrive tout doucement à la fin de saison, j'ai un petit espoir. J'espère que dans le chat, vous allez poser des vraies questions à nos invités, à Jean-François, hein, ce soir. Questions pointues. Oui, ben c'est bien d'avoir des petites blagues, etc. Mais de temps en temps, allez, osez, poser, demander pourquoi un tel a été aligné, pourquoi cette décision-là. Tout est possible. Mais Jean-François va vous répondre. Il y a pas de, Ils vont faire votre boulot alors, Philippe. Ah, ils peuvent m'aider, Allez, voilà, on leur donne la possibilité de le faire. Allez. Le message est passé, bien entendu. Jean-François, on a envie de dire un coach heureux, soulagé. Ça y est, l'OIRS a acté son maintien ce week-end. Et on peut le dire, à la moitié de saison, voire même au mois de janvier et février, c'était pas gagné. Oui, c'était un ouf de soulagement pour tout le monde, parce qu'on travaille depuis le mois de juillet avec cet objectif-là, même si on savait au départ que ça allait être très, très compliqué. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens au mois de décembre ou à la trêve qui auraient misé un euro sur notre sauvetage. Et voilà, nous, on a continué à bosser. Les joueurs ont eu envie de se maintenir en D3. Et on fait les efforts nécessaires tous les week-ends pour essayer de rivaliser collectivement à souvent des armadas qui, individuellement, étaient beaucoup plus forts. Et justement, cette victoire à Evere, j'ai l'impression que celle-là, en tout cas, elle vous a redonné un bon boost. Hein. Le 4-1 face à Evere le 8 février, après avoir pris un 9-1 à Flénu. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment que c'était des clics. Hein. Ouais, je pense qu'il y a eu deux tournants. La victoire à Jodogne, où on est mené 2-0 à la mi-temps et où on gagne 2-3 grâce au collectif, parce que les montées à la mi-temps ont été importantes dans la victoire. Je pense qu'à ce moment-là, on était à 5 ou 6 points de Jodogne, donc on aurait pu passer à 9 et bon, on va dire que les carottes auraient été cuites. Et puis, il y a eu le match à Flénu, le 9-1, où on avait, entre guillemets, un peu sacrifié, parce qu'on avait énormément de joueurs à deux cartes. Et donc, on savait que c'était un gros morceau, et pour moi, le plus gros morceau de la série. Donc, on va faire abstraction. On ne pensait quand même pas vivre un dimanche aussi compliqué. Mais la réaction, la semaine après, contre Evere, a été impressionnante, avec cette victoire méritée en plus. C'était pas une victoire de raccro, c'était vraiment une belle victoire collective. Et là, ça a donné un peu 3 points qu'on n'attendait pas dans le calendrier, qu'on s'était un peu fixé pour le sauvetage. Ces 3 points qui tombent un peu, pas du ciel parce que c'était mérité, mais comptablement, c'était 3 points qu'on n'attendait pas. Donc, ça a permis de rebooster tout le monde. Je ne sais pas si c'était avant ou après, mais ce match contre Bième chez vous, hein, c'était avant. Après Evere, on vous a aussi senti à l'interview un peu dépité. Hein. Évidemment, il y avait des circonstances du match, ce qui s'était passé pendant le match, mais vous vous êtes dit... Il manquait aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que ça ne va pas être compliqué quand même? Oui, c'est décevant, parce que je pense qu'on avait moyen de sortir de ce match avec quelque chose.
le penalty a été un élément important. J'entendais même à la buvette, c'est le penalty qui va faire descendre Loyers. C'était un peu réducteur de dire que ce penalty allait faire en sorte que le club allait descendre. Et pour le joueur qui l'a frappé, et pour l'ensemble de la saison, c'était un peu compliqué. Mais on a eu le réflexe de bien réagir dès la semaine suivante et d'enchaîner des belles prestations les semaines suivantes. Donc la déception a vite été balayée par de nouveau un vent un peu d'euphorie parce qu'on a battu Monceau, qui était quand même une belle équipe. On est allé gagner à Rebec, donc on a enchaîné des points importants, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être à 2 journées de la fin. Enfin, nous, il nous reste une journée, mais être sauvés mathématiquement. Et ça, je pense que même en étant très optimiste, je pensais devoir encore jouer le dernier match jusqu'au bout, pour espérer se sauver. Et là, pour tout le club et pour tous les joueurs, ça fait du bien. Mais quelle série bizarre, ce championnat de Détroit, Série A. Déjà, avec POE et deux forfaits. Et Beloeil, c'était jamais vu. Et puis pour le reste, je ne vais pas dire qu'on avait l'impression que tout le monde pouvait battre tout le monde. Il y en avait qui était plus faible. Et pour le moment, on le voit bien, Rebec est quand même un petit ton en dessous de tout le monde. Esch, c'est pas une grande saison non plus, il faut dire ce qui est. Mais c'était une série un peu bizarre, quoi. C'est une série un peu à deux vitesses, avec des équipes du top 5 qui sont au-dessus du lot. Oui, mais qui n'étaient pas invincibles. Après, vous avez été gagné à Evere. Qui n'étaient pas invincibles. Alors, je pense que Brenne a battu Bruxelles. Ouais, je pense que Brenne et Flenu sont vraiment un cran au-dessus, parce que au-delà des qualités techniques, il y a vraiment un collectif et il y a de l'impact physique en plus. Les équipes bruxelloises sont des équipes un peu plus techniques. Nous, on a fait 2 belles prestations contre Evere, 2 belles prestations contre le Sporting. Esch a battu 2 fois le Sporting. Ça joue très bien au football, ça n'aime pas l'impact physique. Et donc, si collectivement, on arrive à faire un beau bloc et gagner ces duels, on met ces équipes-là un peu en difficulté. Et donc, je pense que ces équipes-là ont un peu coincé par leur manque d'impact physique, que Brenne et Flenu sont restés bons dans les deux domaines. Et puis, il ne faut pas oublier l'Arquet, qui, pour moi, est une des plus belles équipes de la série, avec des joueurs avec un niveau technique très élevé et puis de l'impact physique... bien balancé, alors. Bien balancé, oui. Quand ils le veulent, ils sont... Allez, on était ensemble côte à côte lors du match bien marqué. Ouais. Bon, quand Arquet il va, voilà, il est vite parti devant. Et puis, on a l'impression qu'on... Par moment aussi. Après, quand on mène 2-0, on a toujours tendance à relâcher un petit peu. Et bien, on a bien profité ce jour-là pour les faire douter. Mais c'est une superbe équipe où il y a de tout. Il y a de la taille, il y a des courses, il y a de l'impact physique. Il y a des joueurs qui sont très bons en 1 contre 1. Il y a de la vitesse devant. Il y a un coach qui maîtrise son groupe et qui maîtrise le foot. Donc, ils ont rassemblé tous les éléments pour faire une belle saison. Et je pense que l'année prochaine, avec les ajustements qu'ils vont faire, ça va encore être mieux. Ils avancent bien, ça c'est vrai. Oui, ça progresse bien. Et puis alors, il y avait, on va dire, les équipes du ventre mou, mais avec aussi de la qualité, comme Monceau, très belle équipe, Tertre, le PAC qui pour moi est plus dans un cadre comme nous, comme Esch, des équipes avec des petits moyens, plus fait avec des joueurs qui viennent de P1 ou de P2. On n'a pas, par rapport à beaucoup de provinces, des équipes d'élite avec une grosse école des jeunes qui dispatchent à un moment donné tous des bons joueurs dans les clubs en national, dans des divisions un peu plus basses. Donc, au Sporting Bruxelles ou dans le Liégeois, avec des jeunes qui sortent du standard, ça alimente pas mal de clubs. Nous, on n'a pas ça. Dans le Hainaut, ils ont Mons, ils ont la Louvière, le Framborin. Donc, dès que c'est trop court là, ça alimente beaucoup de clubs de Détroit. Nous, on n'a pas. Il faut faire des paris. Et donc, on doit aller chercher des solutions différentes avec des joueurs plus jeunes, sans expérience, dans lesquels on croit, avec des réussites pour certains et moins pour d'autres. Mais quand on fait tout ça, c'est plus compliqué de rivaliser avec le haut du tableau. Mais la satisfaction à la fin de saison est
hyper agréable quand on a réussi à faire matcher des joueurs de P2 et de P1 dans une division plus haut et d'arriver à s'en sortir. Et je veux juste rebondir quand même sur une chose, parce que on a parfois tendance de résumer facilement le sauvetage, que ce soit de nous ou j'espère de Esch cette semaine-ci. Avec Perouet et Belleuil. À Perouet et Belleuil, parce que Perouet avait 0 point, donc je pense que s'ils avaient continué, ils seraient descendus. Et des équipes comme Belleuil, ou même des équipes bruxelloises où on voit que c'est compliqué, où les joueurs ne sont plus payés depuis le mois d'octobre. C'est facile aujourd'hui de dire je fais 5-6 joueurs, je vais leur donner 2 000 € tous les mois et je vais attirer des grands noms dans mon équipe et puis au mois d'octobre ne plus les payer. Et donc je pense que le cas de Belleuil, comme d'autres cas dans d'autres divisions, je vais dire, on a notre mérite d'avoir bien géré, d'avoir un club qui est structuré et qui fait attention aux dépenses. Et donc, que ces clubs-là, à un moment donné, basculent, je trouve qu'il devrait y en avoir plus pour réguler de manière correcte le foot. Et donc, quand je dis parfois qu'on se sauve parce qu'il y a 2 équipes qui ont déclaré forfait, je suis pas du tout d'accord. Belleuil, ça a contribué parce que c'est un club qui était bien classé. Mais à partir du moment où on n'est pas correct, qu'on ne règle pas les joueurs... Et qu'on ne respecte pas les règles, est-ce qu'on ose le dire quand même? À l'Oyers, allez, je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais chacun pensera ce qu'il veut. Mais le cadre financier, vous me l'avez dit, on le respecte. Ah ouais, ça y a pas imposé par la CFF. 0 dérogation. Ben voilà. Donc, ça doit être souligné aussi. Oui, voilà. Et c'est pour ça qu'on doit trouver des solutions avec des joueurs... locaux, et puis voilà, on a un club avec une identité locale où on va chercher des joueurs dans des clubs plus bas dans les alentours. Alors ça fait un peu parfois esprit de clocher. Ouais, faire écrire un peu de lignes négatives, mais allez, je trouve que c'est bien pour un club comme nous de donner la chance et on met un peu en valeur ces clubs formateurs qui sont aux alentours, parce que si nous, on a un jeune qui peut évoluer 1 ou 2 divisions plus haut, on sera super content d'avoir participé à la transition de ce joueur-là. Et les clubs voisins ne sont jamais mécontents contre l'Oyers. Allez, vous avez été chercher beaucoup de bons petits joueurs, là, Krabs, Setin, qui repartent après ailleurs, Ngoa, qui repart à Yvelette. Il y aura de très bons joueurs de Nanine qui arrivent chez vous. On ne vous en veut pas? On vous dit merci de nous mettre nos joueurs aussi en valeur? Ouais, je pense qu'il y a les deux écoles. Là. Il y a des clubs qui sont contents parce qu'ils voient à un moment donné, c'est pas comme si les joueurs partaient dans le club à côté, dans la même division. Oui, c'est ça. Ils vont tenter leur chance, 1 voire 2 divisions plus haut. Dans le cas de Nanine, j'espère qu'ils vont monter en P1. Ça sera 1 division plus haut. Si ce n'est pas le cas, c'est 2. Mais je trouve que c'est valorisant par rapport au boulot qu'ils ont fait. Donc ça, c'est une école. Avoir la fierté d'avoir servi de tremplin à des jeunes. Puis il y a toujours ceux qui sont contre parce qu'ils veulent garder coûte que coûte dans leur club, même si le club venait à descendre les joueurs. Je veux dire... Chez vous, ils ne viennent pas nécessairement pour l'argent, ils viennent pour le projet sportif. Là, on peut le dire. Ce n'est que le projet sportif. Voilà. Philippe, je vous coupe un petit peu parce qu'il ne faut quand même pas oublier le chat. Vous avez fait appel au chat, donc il faut aussi le respecter. Vous êtes nombreux d'ailleurs déjà à réagir. On voit que les Flawinois sont présents. On attend de Bastien Gilsoul qui va bientôt arriver. Hein. Ça, on vous l'avait promis, il arrivera. On voit que Denis Bousti nous demande, JF devait annoncer 2 transferts en ce début de semaine. Qui sont-ils? On va également en parler ce soir. Hein. On a la liste de tous les transferts de l'Oyers. Donc, on prendra du temps pour justement faire un peu l'état des lieux, des arrivées, mais aussi des départs à l'Oyers. Elliot Moléon, salut JF. Voilà, ça, on sentait qu'elle allait arriver. À quand un petit Captain Morgan ensemble avec Maxence de Benz? Dès qu'il y aura du Captain Morgan de disponible et surtout des glaçons. Et les glaçons, voilà, Maxence, qui était avec nous d'ailleurs la semaine dernière. Voilà. Et je le répète, on veut des vraies questions. Oui. Plus des blagues. Bon, Elliot, allez, pour une fois, fais-toi mal, une vraie question. On a également un petit mot, oui, Jonas Hubert sur la P3 de l'Oyers, pas de souci les gars. JF est là avec nous pendant 1h30, donc on aura le temps de parler de
tout ça. Mais on est impatient, on voit les couleurs jaune et noir pour Bastien Gilsoul. Je vous propose, on fait une petite pause, Loyers. Peut-être qu'il y a une chose importante à dire maintenant quand même. C'est urgent, Phil. Ben, non, mais par rapport à ce que Jean-François vient de dire, pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi dire qu'à l'heure actuelle, à 2 matchs de la fin du championnat, et ça c'est fou, on a encore 2 clubs namurois qui peuvent jouer le tour final. Mais on en parlera, Philippe, bien entendu. On en parlera, ne vous inquiétez pas, parce que oui, Loyers, c'est ça, peut toujours disputer le tour final, c'est assez fou. Vous êtes 2e de la tranche 3, l'Arquet est à 1 point aussi de la 5e place, donc on pourrait avoir tout ça. Mais juste après, si vous voulez bien, on prend avec nous Bastien Gilsoul, le meilleur buteur de Flawin en P3B. Si Bastien est avec nous, mais oui, Bastien est là. Bonsoir Bastien, vous êtes attendu, vous nous entendez bien? Je vous entends très bien. Allez, super, Bastien Gilsoul, je le disais, meilleur buteur de Flawin en P3B, 26 buts, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes à combien là pour le moment? Bien ça. Allez, 26 buts. Ça, oui. Et vous avez déjà annoncé votre transfert pour la saison prochaine du côté du Condrusien pour retrouver Thomas Nellis, un coach que vous connaissez bien. Philippe, un petit mot sur le pédigré de Bastien, qui est quand même fort connu, qui a déjà pas mal bourlingué dans la province. On va d'abord le féliciter parce que figurez-vous, je pense qu'il revient du padel, à moins qu'il ait changé de programme depuis hier. Non, vous revenez bien du padel. Non, pas du tout. C'est bien ça. Vous revenez du padel. Alors, ce qui est extraordinaire, je pense qu'il ne m'en voudra pas que je le dise, mais leur entraîneur a très, très peur du match clé contre le ce dimanche. Et leur a dit, pas d'entraînement, c'est exceptionnel. Pas d'entraînement cette semaine, pas pour ne pas se blesser. Et donc, du coup, on pensait que tous les joueurs allaient rester bien chez eux. Vous me direz, on peut glisser dans sa maison aussi. Mais Bastien, lui, il joue au tennis le lundi, il joue au padel le mardi, le mercredi, je sais pas, padel le mercredi. Donc, on n'avait pas peur de vous blesser, vous, cette semaine? Non, comme je vous ai dit, au niveau où on joue au paddle ou au tennis, on risque pas de se blesser. Ça cassez pas. Allez, je réponds maintenant à la petite question de Florent. Bastien, Gilsoul, il a 32 ans aujourd'hui. C'est un chauffeur-livreur dans la vie de tous les jours. Il a été formé à Meux. Vous m'arrêtez si je dis quelque chose qui n'est pas juste, Bastien. C'est un vrai neuf dans l'équipe de Flawin. Il décroche beaucoup, ce qui permet à l'autre attaquant, Simon Pearson, d'aller jouer la profondeur. C'est un duo qui fonctionne vraiment bien. En calculant hier tous les deux, on a pu déterminer qu'il était déjà monté 7 fois de division en jouant en équipe première. Et il a été 2 fois champion jusqu'ici, peut-être une 3e fois avec Flawin, mais donc 2 fois champion, je crois que c'était déjà en P3 avec Meubé et Fernelmont, là vous confirmerez. Bastien, il habite Rhine, il a débuté le football un peu plus tard, qui me dit 13 ans, c'est quand même pas si tard que cela. Et voilà, donc vous l'avez dit, Florent, il rejoindra le Condrusien la saison prochaine et il jouera notamment où il sera en concurrence avec Fumba Doré, qui est un attaquant qu'on connaît bien aussi du côté d'Assès, qui a été recruté au Condrusien. Et puis on espère que Logan Bucran va très vite revenir dans le coup, puisque fin de premier tour, etc. Et donc il y aura 3 bons attaquants là-bas dans cette équipe du Condrusien, qui a fait aussi le Condrusien de très très beaux transferts. Voilà, on va peut-être demander simplement à Bastien pourquoi finalement il n'a jamais répondu oui à Grandlay, qu'il le voulait la saison passée avant qu'il ne choisisse Flawin. Cette année, Grandlay est revenu à la charge et finalement il est quand même allé au Condrusien. Alors il va nous expliquer pourquoi Grandlay de côté. C'est simple, en fait. Donc la dernière année, l'année passée à Rhine, je me suis fait les ligaments croisés. C'était une rupture partielle, j'ai pas dû me faire repérer, etc. Mais voilà, toujours est-il que ça a duré plus de 9 mois et que j'avais toujours des douleurs et j'avais pas de bonnes sensations avec mon genou. Sauf que comme chaque année, on doit signer assez tôt dans la saison, de plus en plus d'ailleurs. Donc, du coup, voyant le temps avancer et se rapprochant de la nouvelle saison qui arrivait, je me suis dit, à mon âge, soit avec un genou pareil, je vais passer une saison un peu galère avec Grandlay,
ou alors j'en profite pour rejoindre mes potes entre guillemets, à Flawin pour me relancer plus tranquillement et à un moins gros niveau, tout simplement. J'ai commis une petite erreur, Philippe. Le meilleur buteur de Flawin, c'est Simon Pearson, 31 buts. Donc, à vous deux, vous êtes déjà quand même à 57 buts inscrits. C'est quand même du lourd. Ça fonctionne bien, le duo, là? Ouais, franchement, moi, j'ai toujours été habitué à jouer seul devant. Là, ici, cette année, c'est toujours le cas, sauf que notre tactique fait que les deux flancs jouent quand même très haut, surtout Simon. Mais voilà, on s'adapte et moi, ça me permet de décrocher un peu plus et lui de partir plus dans la profondeur derrière. Mais voilà, visiblement, ça marche très bien depuis le début de saison. Donc, je ne vois pas pourquoi on changerait. Bastien Granlet est revenu à la charge avant le Condrusien encore cette année. Et vous avez encore dit non. Oui, ils sont revenus un peu après. Mais bon, voilà, toujours est-il que j'ai dû faire un choix à un moment. De base, Thomas Nellis, c'était mon coach les 2 dernières années avec son T2, David Van Russel. Et puis, voilà, je pense que c'est ça qui a fait pencher la balance parce que tout simplement, je les connaissais déjà d'avant. Et voilà, j'ai senti un peu plus de confiance de ce côté-là que de l'autre. Et voilà, je ne vais pas nier que une fois que Logan Boucran s'est fait les croisés, voilà, ça m'a un peu aidé dans ma décision, dans le sens où voilà, de déloger un Logan Boucran ou un Malcolm Francotte de l'autre côté, c'était compliqué de toute façon. Donc, à partir du moment où il s'est blessé, voilà, c'est peut-être un peu ça qui a fait pencher la balance du côté du Condrusien. Dans mon descriptif, j'ai oublié de citer les quelques clubs, parce qu'il y en a quelques-uns quand même, que vous avez côtoyés en équipe première. Donc il y a les 2 équipes de MEA, MEA et MEB, Rien, Fernelmont, Evelet et Flawin. Et j'ai pas oublié de club, je pense, Bastien. Non. Non, voilà. Non. Et quel est celui où vous êtes le plus extériorisé, je veux dire, sur le terrain et même en dehors, où vous êtes vraiment bien plu? Ça peut être Flawin, évidemment, puisque vous y êtes maintenant. Honnêtement, dans tous les clubs où je suis passé, j'ai pas vraiment eu de mauvaises expériences. Maintenant, voilà, le parcours qu'on a fait avec Fernelmont, on est quand même passé de la P3 à la P1 en 3 ans. Donc, du coup, ça restera quand même voilà, mon petit coup de cœur. Maintenant, à côté de ça, Rien, je suis du village et vous savez, c'est une ambiance indescriptible. Donc, il n'y a rien à faire. Et puis là, on est monté aussi. Donc c'est des super souvenirs partout. Parce que je pourrais vous dire, Evelet, pareil, j'ai passé qu'1 an et demi là-bas, mais on est monté et on avait une ambiance de dingue. Et à côté de ça, à Meux, j'ai passé plus de 10 ans là-bas. Donc, évidemment, que des bons souvenirs. Maintenant, si je dois retenir un coup de cœur, voilà, je pense que c'est quand même Fernelmont. Bastien, vos 2 saisons à Rien, ici Flawin P3, vous êtes plus sur la fin de votre carrière que sur le commencement. Et vous repassez dans un club destiné au top 5, à la P1. Vous n'avez pas peur, ça? Vous êtes certain de pouvoir répondre présent? Je le savais déjà en signant à ce niveau-là, que ce soit à Granley, à Condrusien ou n'importe où, que ça allait être beaucoup plus compliqué. Et ça, je le savais à 32 ans, qui plus est. Mais voilà, en fait, c'était mon envie. J'avais envie, justement à 32 ans, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais si je peux retenter une dernière fois quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Et donc, je m'attends à devoir me faire mal et c'est clair que ce sera beaucoup plus compliqué qu'en P3. Mais ça, je m'y attends et je m'y attendais. Votre futur coach, Thomas Nellis, qu'on salue, qui est dans le chat, nous dit: le pharmacien des fléchettes, bienvenue au Condrumec, te souhaite le meilleur. Forcément, quand Thomas Nellis vous a appelé, vous avez déjà un contact privilégié avec lui, ça a quand même dû peser aussi dans la balance, et puis il a dû certainement trouver les bons mots, il vous connaît. Ouais, comme je vous l'ai dit, c'était mon dernier coach des 2 dernières années, avec qui ça s'est passé vraiment super bien. Donc du coup, voilà, il a eu, comme vous dites, les bons mots, les bons arguments. Il me connaît mieux que personne. Donc bon, voilà, ça plus tout ce que je vous ai dit avant comme raison, il y a un moment, j'ai pas hésité bien longtemps non plus. Et pourquoi le pharmacien des fléchettes? Moi, ça ne me dit rien. Expliquez-moi.
Ben, alors, pour commencer, pharmacien, c'est une expression lancée par Damien Joanne et d'autres de Rille, qui est bien à nous, mais voilà, c'est une insulte en fait, mais qui n'en est pas, mais enfin, c'est une petite histoire entre nous. Et des fléchettes, tout simplement, parce que ben, le T2, David Van Russelt, après les longs jeudis d'entraînement, on jouait aux fléchettes, ça nous arrivait de jouer de temps en temps pour quelque chose, et on va dire que j'y ai perdu pas mal d'argent. Ok, on comprend plus ou moins. À chaque club où vous êtes passé, il y avait toujours les deux bons copains qui vous suivaient, hein, Cédric Munoz et Amaury Reins. Ils n'iront pas au Condrusien? Non, bah voilà, eux aussi, entre guillemets, je sais pas si on peut dire qu'on devient vieux, mais quand même, on est plus proche de la fin que du début. Donc du coup, bah, Amaury, voilà, il habite du côté de Sars-Saint-Laurent, il est pas trop loin de chez lui. Il a un gamin, il veut plus trop faire les efforts pour remonter plus haut, et je le comprends. Là, à Flawin, on est vraiment très bien, je veux dire. Donc je comprends qu'ils veulent pas refaire un dernier effort à ce niveau-là. Et Polak, Cédric Munoz, c'est la même chose. Je veux dire, il est encore un an plus vieux, lui. Et voilà, il n'a plus envie de faire les efforts. Il a un boulot qui lui prend pas mal de temps. Donc voilà, ça fait déjà quelques années que non, qu'on va plus vers le bas que vers le haut. C'est juste moi qui ai eu cette envie une dernière fois de remonter d'un niveau. On va parler de Flawin, hein, je pense que... Ben oui, on va quand même parler de Flawin et du match qui va vous occuper ce dimanche face à Leuze. Ça a été vraiment le duel mano à mano, hein, toute la saison. Leuze a souvent est resté un bon moment de la saison en tête, mais elle commence à perdre des points. Flawin en a profité. Il y a eu des matchs face à Bonin très disputés avec des matchs nuls. Finalement, là, ça y est, on le tient. Le match au sommet, c'est ce dimanche. Mais Flawin part quand même avec 4 points d'avance. Un nul est suffisant. Mais arrêtez-moi si je me trompe, ça m'étonnerait que Flawin se déplace à Leuze pour un point. Ah. Bah, ce sera suffisant. Maintenant, on joue tous les matchs pour les gagner, mais à côté de ça, il faut quand même réfléchir. Je veux dire, on va pas... Voilà, si, admettons, ça reste 0-0 à 10 minutes de la fin, je vous avoue que je pense pas qu'on va monter à 10 devant et qu'on va essayer de faire la différence. Donc, voilà... Parce que derrière, on peut encore perdre ce match, on a encore une chance pour se rattraper. Donc, je vous avoue que voilà, on va y aller quand même calmement. On va pas jeter tout dans la bataille devant. Et voilà, on verra un peu comment le match se passe. Mais je vous avoue qu'avec un point, moi, je signe à 2 mains. Il n'y a pas de problème. Gros avantage, peut-être que les supporters enfin, une partie des supporters de Leuze, l'équipe B, qui est souvent là avec des fumigènes quand on joue le samedi soir, ne sera pas là, puisqu'ils sont obligés aussi de jouer le dimanche après-midi. Je pense que Leuze B joue dimanche après-midi. Ouais, bah voilà, comme vous dites, ils jouent en même temps, donc ça nous permettra de ne pas les avoir sur le dos tout le match, parce qu'ils sont quand même une belle bande. J'ai déjà été les voir quelques fois le samedi soir, parce qu'ils ont l'habitude de jouer le samedi soir normalement. Mais voilà, c'est vraiment... Ben après, à côté de ça, ils ont quand même pas mal de supporters. Hein. Il y a pas mal de gens qui suivent le club, parce que ben, y a rien à faire. Ils ont encore l'entente Esbignone avec eux, etc. Donc, je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde au bord du terrain pour les supporter, eux. Et pour Flawin, il faut absolument effacer le résultat du match aller quand même. Hein. 1-3. 1-3 ou Je 0-3. pense que Jérémy Aubruge avait marqué à l'aller, non? Jérémy Aubruge, c'est le père d'un de nos joueurs. Il me semblait que sur la feuille de match, je vais aller regarder ça tout de suite. En attendant, vous ne jouiez pas, hein, je pense, ce match aller, et Amin a dit non plus. On ne va pas dire que ceci explique cela, hein, ça enlèverait du mérite quand même à Leuze. Mais c'est plus la même équipe aujourd'hui à Flawin? Non, bah, honnêtement, ce match-là, donc moi j'étais blessé, Amine aussi, et au-delà de ça, on a vraiment fait un non-match complet. On n'était pas là du début à la fin, on n'a pas vraiment beaucoup d'occasions pour dire. Même le goal qu'on marque, si je me rappelle bien, c'est un penalty. Et c'est Justin Aubruge, le fils de Jérémy, c'est pour ça, voilà. Voilà, c'est bien ça. Bah, donc c'est bien ce que je dis, il avait marqué ce penalty, mais hormis ça, on n'a vraiment pas grand-chose à se mettre sur la dent de notre côté. Et eux, bah, ils ont été ultra efficaces, mais tout simplement, ils en voulaient beaucoup plus que nous.
Ouais. Et donc, ils ont gagné le match, mais c'est tout à fait logique. Et j'imagine qu'Anthony Tallier, qui est aussi un copain, qui va revenir à Rennes, quand il est passé en visio comme vous il y a quelques semaines, ce match-là, il l'avait souligné, sursouligné. Donc, il vous attend de pied ferme. Ouais, j'imagine. Lui, et pas que lui, les autres aussi. Mais à côté de ça, comme je vous dis, nous, maintenant, on a 4 points d'avance, on sait ce qu'on a à faire. Et voilà, on va essayer on va jouer le tout pour le tous dimanche-ci. Maintenant, comme je vous dis, si on doit se contenter d'un point pour être champion chez eux, voilà, on va pas essayer d'aller chercher plus. C'est pas mieux d'être champion chez soi? Je vous avoue, comme vous dites, ça a été une lutte mano à mano toute l'année avec eux. Donc du coup, le fait d'être champion chez eux, je pense que ça peut être aussi beau. Ouais, et Flawin, je suis en train de penser à ça, très longtemps que Flawin n'a plus joué en deuxième provinciale. C'est une équipe qui a joué très longtemps en première provinciale, notamment avec le joueur-entraîneur Freddy Rollet. On lui fait un petit coucou s'il nous suit. Je l'ai croisé à vélo la semaine dernière. Et c'est vrai que ça a été un monsieur à Flawin aussi, Freddy Rollet. Mais Flawin en P2, ça remonte déjà un petit bout de temps, hein, Bastien? Oui, moi je suis arrivé cette année, donc je me rappelle plus trop, mais j'ai déjà joué contre eux quelques fois en P2, donc mais de mémoire, je dirais, ouais, ça fait au moins 5 ans qu'ils n'y sont plus. Jean-François, c'est également la série de l'OYRSB. Vous suivez un petit peu ce duel Leuze-Flawin? Ouais, je suis un peu plus les résultats de l'OYRSB et on regarde ce qui se passe au-dessus. Ouais, c'était une série intéressante avec justement ce mano à mano avec Leuze. Quand j'entends qu'il dit que 0-0 à 10 minutes de la fin, je pense qu'avec la force de frappe qu'ils ont, il y aura de toute façon des goals du côté de Flawin. Après, la question, c'est est-ce que Leuze en mettra aussi, mais je pense qu'un demi-ballon dans le rectangle, Bastien fera le nécessaire pour le taper dedans. 117 buts marqués en 28 matchs pour Flawin. C'est quand même du costaud. En face, Leuze, c'est la meilleure défense. 30 buts encaissés. Et cette équipe de l'OYRSB, justement, qui pointe à la 10e position, 36 points. Un mot sur cette équipe composée quoi? Essentiellement de jeunes ou plutôt déjà des joueurs âgés qui sont plus sur la fin? Non, c'est une équipe assez jeune et faite avec une bande de copains où l'année prochaine sera intégré quelques joueurs de U19 et de U17. C'est une équipe un peu atypique parce que je pense que contre Flawin, ils ont fait 2 fois des bons résultats, je pense, si ma mémoire est bonne. Ouais. Contre Leuze aussi. En fait, contre toutes les équipes du top, ils ont fait des résultats et contre toutes les équipes du bas, ça s'est moins bien passé. Donc voilà, l'objectif, c'était qu'elle se sauve. Elle s'est sauvée, on va dire, en se mettant dans le ventre mou. Et c'est bien pour le club. Et essayez peut-être de faire comme l'Arquet, c'est la faire passer en P2 à un moment donné pour essayer de réduire un peu le gap entre équipe A et équipe B. Ouais. Dans la formation qu'il y a eu à l'OYRS, il y a un trou dans la formation. Donc il y a un boulot qui a été fait de manière très intéressante depuis quelques années. Donc on va dire que jusque U12, U13, c'est très très bien. Et il y a ce petit trou de encore 3-4 ans qui devrait être comblé. Après, il y aura sans doute l'opportunité d'amener cette équipe-là un peu plus à maturité ou avec de la qualité en plus. Mais je crois que pour le moment, elle est bien en P3. Elle doit rester en P3. Il ne faudrait pas qu'elle bascule en P4. Mais en laissant grandir, justement, c'est quelques jeunes qu'on va intégrer. Bastien, Tom Coulon qui nous demande dans le chat, est-ce que Bastien sera titulaire dimanche? Bah oui. Je pense, oui. Et on nous dit aussi que vous êtes un habitué des tournois de Sixte. Oui, mais avec lui, c'est un sujet sensible parce que je lui ai demandé 2-3 fois, il m'a dit qu'il n'était pas dispo et en arrivant au Sixte, j'ai eu la belle surprise de voir qu'il avait fait une équipe dans mon dos. Donc c'est un sujet sensible. Aïe, Tom est blacklisté alors? Un petit peu, ouais. Et Maxime Tonneau aussi, puisqu'il vous dit la P2 du Condrusien sera forte l'année prochaine. Ouais, ça c'est ce qu'il dit pour m'ennuyer en me disant que je ne jouerai pas dans l'équipe A du Condrusien, donc du coup que j'irai fatalement avec la B et en P2, donc ils seront très forts. Mais bon, c'est vrai que ce sera une belle...
Ce sera une belle bataille hein, avec Fumba Doré. Belle révélation du côté d'Assès cette saison, 23 buts. Ouais, voilà. Il y aura de la concurrence. Ouais, je pense que j'ai jamais trop aimé ça, mais je pense que voilà, dans une équipe qui joue le top comme ça en P1, on est obligé d'en avoir. Ouais, Bastien, les grands joueurs, ils doivent accepter la concurrence. Vous allez passer au-dessus de ça et vous allez montrer que vous savez terminer une carrière de la plus belle des manières. Je vois que Jérémy Aubru, je vous dis aussi, dimanche, tu vas te faire mal aussi gros, pendant et après le match, pendant plus longtemps, je te rassure. Oui, j'espère. On va d'abord commencer par le match et puis on verra la suite. Merci en tout cas Bastien d'avoir été avec nous ce soir et puis c'est un match qu'on ne ratera pour rien au monde du côté de Bouquet Média. Vous aurez un résumé à découvrir dimanche dans le sport à partir de 19h. Bastien, on a hâte de voir tout ça. Merci à vous d'être venu ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Et un petit but dimanche ? Au moins, hein ? Faut jamais parler trop vite, ça porte malheur, mais j'espère, oui. Allez, on regardera tout ça de très près. Merci Bastien, au revoir et bonne soirée. Merci à vous également, merci. Au revoir. Jean-François, on va maintenant se reconcentrer sur vous parce que vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous avez fait un petit travail de préparation avant et vous nous avez proposé une équipe type. On va la découvrir de ce pas. Allez, le 11 de base de Jean-François Beguin. On est forcément en D3 ACFF. Vous avez choisi un 3-5-2. On va découvrir ça. On commence par le gardien, Thibaut Salmon. On a pris au sein du club. Pourquoi Thibaut ? Parce que je pense que Thibaut, depuis qu'il est arrivé à Loyers, sort de 3 très belles saisons. C'est un leader dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui prend la parole, qui donne de la voix, qui s'entraîne tous les mardis, tous les jeudis comme un acharné. Et je voulais le récompenser pour ce boulot parce qu'il le mérite tout simplement. Il a d'énormes qualités, il a quelques défauts, sinon il ne serait pas en D3 chez nous. Mais sur l'ensemble de la saison, on est resté dans quelques matchs grâce à lui. On aurait pu prendre quelques décalotés s'il n'avait pas été présent. Donc voilà, je tire mon chapeau sur la saison. Et comme je voulais faire un 11 avec des joueurs du Namurois, je ne voulais pas aller chercher en dehors de la province, il méritait d'être là comme d'autres. Mais voilà, je voulais le mettre en avant. Eh oui, clin d'œil sympa avec ce 11 100% estampillé province de Namur. On va découvrir la défense, une défense à 3 pour ce 3-5-2. Et on va découvrir un petit peu les 3 joueurs que vous avez décidé de choisir avec Andy Lampeco à gauche, Vincent Gazio de Ciney dans l'axe et Hugo Beckevort à droite. Oui, Hugo Beckevort, je pense que c'est un des meilleurs défenseurs de la série, même de la D3. Je pense qu'il a toutes les qualités pour même aller plus haut, passer un échelon. Ouais. Je pense que ça serait se mettre pour lui un peu en difficulté d'aller un peu plus haut, mais je pense qu'il a du répondant. Je pense que c'est un des joueurs les plus durs sur l'homme que j'ai vu cette saison aussi. Et quand je dis dur, c'est pas le joueur qui fait le plus de fautes, mais quand il est dans un duel, on sent qu'il est présent. Et puis, il nous a aussi privé de la victoire à Loyers au match aller en mettant un goal de la tête pour égaliser. Je crois qu'il va signer à l'Arquet. Ouais, je pense que les bruits l'amènent... en tout cas, l'Arquet fait le forcing. L'amènent là-bas. Et je sais qu'il s'entend bien aussi avec Alex Poker. Donc, ce serait pour lui l'occasion de jouer dans une équipe qui devrait jouer le top de la D3. Vincent Gazio, voilà, c'est du vécu ces quelques années à ce niveau-là. Et je trouve, moi j'ai toujours été fan. Valeur sûre. Ouais, j'ai toujours été fan de ce joueur-là, sur le terrain et en dehors du terrain. Et Andy Lampeco, c'était aussi, comme Thibaut, un peu lui rendre
hommage parce que je pense que de tous les joueurs que j'ai entraînés, c'est le plus élégant. C'est sans doute, entre guillemets, le moins motivé de tous. Il a cette faculté à prendre... Voilà, il a d'autres choses. Il joue au tennis, il joue au paddle à un très beau niveau. Le foot, il aime bien, mais... C'est pas un gars qui va mourir sur le terrain, comme on dit. Non, mais il est tellement intelligent qu'il n'a pas besoin vraiment de mourir sur le terrain. C'est pas un joueur de taille, il prend beaucoup de duels de la tête parce que dans le timing, il est bien placé. Serlan, c'est toujours foot. Il est gaucher chez nous, il joue défenseur central droit parce que il a la facilité de jouer des deux pieds. C'est quelqu'un d'hyper réservé et qu'on n'entend pas beaucoup, mais au niveau de la qualité du foot, c'est exceptionnel. Très bon transfert pour Lustin. On va le perdre pour aller à Lustin. Une succursale de Lustin. Hein, ouais. Si on pense déjà à Émile Setin. Oui, je pense qu'Andy habite Mont, donc tout près de Lustin. Ouais. Vous voulez faire un peu un pas de côté, parce que la D3, c'est quand même des déplacements et il va être papa dans quelques temps. Et donc, il a la trentaine. Et donc, c'était, on va dire, un peu ralentir. Et c'est une perte pour l'Oyers parce que c'est un excellent joueur. Et sur les côtés, il y avait un Dandois qui était chez vous il y a 2 ans, qui sortait d'une très bonne saison, je pense, à l'Oyers, et qui arrête. Pas eu envie de le reprendre, là? Si, alors Ben, c'est un petit clin d'œil. C'est quelqu'un qui a été formé à Nanine et puis qui a transité par l'école des jeunes de Namur, quand Namur était... encore le fleuron de la formation à ce moment-là. Il a fait, je ne sais pas le nombre d'années à l'Oyers, mais je pense que c'est 5-6 ans à l'Oyers. Il a voulu goûter à la D3 l'année dernière et comme Siné était en D3 et que nous, on est monté sur le terre, il a préféré partir. Il va stopper cette année-ci. Je pense qu'on va arriver à le convaincre de signer une petite affiliation chez nous, au cas où il avait des remords, parce que sa compagne est quand même ancrée bleu et blanc, et on va dire notre bleu à nous, et pas le bleu des autres équipes namuroises. Et donc voilà, c'est une perte pour le foot, parce que Ben, c'est un super gars. Oui, il aurait pu être dans cette équipe type, parce que sur le championnat que j'ai vu à l'Oyers l'année passée, il était quand même souvent intraitable dans son couloir. C'est un marathonien. Donc Ben, il arrête pour faire de la course à pied en partie. Et il peut faire des allers-retours pendant 90 minutes sans avoir une goutte de transpiration. Donc c'est un super joueur. Allez, on va poursuivre pour découvrir le milieu de terrain de ce 3-5-2. On aura forcément des joueurs de couloir avec Malcolm Mzinga et Arthur Poncelet. Et puis dans l'axe, Jean-Mathieu, Alex Walker. Et puis le petit Maxime Lambert qui fait une sacrée saison du côté de Bième, lui. Oui, allez, on va prendre les deux milieux, on va dire récupérateurs, 6 ou 8, comme on peut appeler. Jean-Mathieu et Alex Walker, il y en a un, c'est un surdoué, Jean. Il a tout. Je pense qu'il va confirmer l'année prochaine à Meux qu'il a le niveau, et je pense le niveau même D2+. Alex, c'est un joueur atypique, un joueur qui court partout, qui va même parfois dézoner parce que c'est des joueurs jouer partout, qu'on a difficile à brider parce qu'ils ont besoin de ces courses. Mais très bon jeu de tête, très bon dans les 2 rectangles. Donc c'était important. Les 2 flancs, j'ai mis un peu des profils un peu différents avec Malcolm qui est aussi passé par l'école des jeunes de Namur pendant toute son écolage. Qui est en 1 contre 1, c'est un des plus forts de la série. C'est une facilité déconcertante pour sortir un homme. C'est quand même travailleur malgré tout dans l'équipe de l'Arquet pour le moment. Il joue en 3-5-2, il est sur un flanc tout seul, donc ça oblige aussi à faire des courses. Il voudrait jouer plus haut. Il voudrait jouer plus haut puisqu'il n'a pas encore signé à l'Arquet. Et il dit je voudrais bien trouver plus haut. C'est possible? Moi, je pense qu'il a les qualités
pour jouer plus haut. Après, je ne l'ai pas côtoyé toute la saison. Est-ce qu'il y a le sérieux Il faut se donner les moyens aussi. Le sérieux à l'entraînement, etc. Et c'est pas tirer des conclusions, mais je pense que c'est à l'entraînement et c'est le travail à l'entraînement qui fait à un moment donné qu'on passe les échelons. Mais sur son foot, je pense qu'il a toutes les qualités pour. De l'autre côté, Arthur Poncelet, c'est plus un vrai joueur de couloir, un arrière latéral avec beaucoup de courses. Et puis, c'est un jeune, donc il vient d'une famille de footeux. Donc, il a aussi les bonnes bases pour évoluer même un peu plus haut. Il a encore quelques années devant lui pour en profiter. Et Maxime Lambert, c'est déjà l'année dernière, c'était un peu mon coup de cœur de la saison parce que il joue dans un club où ils ont sorti quand même pas mal de jeunes de l'école de jeunes. Et il a des courses intéressantes. Il est souvent dans les bons espaces. Il a de la technique, il a de la taille, il a de la présence dans le rectangle adverse. Il marque facilement. Je crois qu'il marque sur les 4-5 derniers matchs de Bième. Il a marqué toutes les semaines. Et ça reste un joueur qui a une mentalité de village et qui prend du plaisir à jouer. Donc voilà, j'avais envie de l'avoir dans mon équipe, dans mon 11 type. Eh bien, on va découvrir les 2 buteurs que vous avez choisis pour justement compléter cette équipe avec Tanguy Yonkers de l'Arquet et François Mestrio de Bième qui réalise une toute grosse saison, surtout un beau 2e tour là, pour François Mestrio. Oui, c'est difficile en D3, en prenant des Namurois, de ne pas le mettre dans le 11 parce que c'est celui qui a dégainé le plus souvent dans les 16 buts, dans les équipes du Namurois. Ouais. Donc, je veux dire, c'était une évidence, un peu comme Malcolm Francotte ou Benoît Leleu en P1. C'est un joueur qui devait être là. Et comme on est parti sur un 3-5-2, la complémentarité avec Tanguy Yonkers qui aime bien la profondeur. Voilà, Tanguy a vécu des moments compliqués en termes de blessures, etc. Quand je vois maintenant le niveau qu'il a récupéré, je pense qu'on va seulement voir, et j'espère pour lui la saison prochaine, le vrai Tanguy Yonkers en D3 avec les pépins physiques mis de côté. Donc voilà, je trouvais que c'était une équipe bien balancée et qui devrait faire pas mal de bons résultats en D3. Elle a fière allure, cette équipe namuroise. Peut-être de Neubourg qu'on aurait pu... c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix... à un moment donné, il faut 2 attaquants et si on avait pu mettre 3-4 joueurs sur le banc, on aurait sans doute ajouté certains joueurs, comme il y a d'autres profils qui sont intéressants, mais on ne sait en mettre que 11. Voilà, une équipe intéressante à coacher de toute façon. S'il y a un joueur qui n'est pas encore à l'Oyers et que vous devez prendre dans cette équipe-là, allez, dans l'absolu, et que vous voulez ajouter à votre groupe de l'année prochaine à l'Oyers, vous prenez qui ? On a fait une équipe l'année prochaine qui est assez jeune. Ouais. Donc je pense qu'un Vincent Gazio serait bien. Avec son expérience. Un Alex Pauquier et un Jean-Mathieu aussi, parce que c'est des postes qui sont un peu importants dans une équipe. Et c'est parfois là qu'on a besoin de quelqu'un qui va dire à tout le monde de mettre le pied sur le ballon et de temporiser un petit peu. Donc sans doute un de ces 3-là. Vous avez dit que Vincent, vous l'aimiez bien aussi en dehors du terrain. Oui, mais voilà. J'aime bien tous les joueurs. Tous les joueurs que j'ai pris, c'est des joueurs que j'aime, trouve intéressants sur le terrain et en dehors. Donc, on va retenir Vincent Gazio. Allez. Exactement. Et dans le chat, on avait d'ailleurs notre ordeur qui nous dit l'Oyers pour toujours, JF, et beaucoup aussi de reviens Nono. C'est la compagne de Benjamin Dandois. Voilà. C'est certainement Benjamin qui doit être à côté dans le chat qu'on salue. Et puis aussi sa compagne, bien entendu. Et alors, du côté de Philippeville, on est déjà impatient. On est dans les starting blocks pour attendre Martin Pierrot. Mais écoutez, Martin va bientôt arriver. Mais avant cela, c'est à vous de jouer, Philippe. On va passer à la revue de presse. Il y a quand même une info là que je vois. Ah, pardon.
toujours à parler, Philippe. Oui, mais c'est parce que je Ça, vois... c'est carton jaune, hein, Philippe. Je les ai ici en plus. Écoutez, vous ne pouvez pas me donner un carton jaune. Allez, carton jaune, J'ai Philippe. demandé à ceux qui nous suivent de me poser des bonnes questions. Vous avez une bonne question? Je ne sais pas si c'est une bonne question, mais la remarque est pas mal de Anna Allez-y. Barbac qui dit « J'y reste moué-moué ». Pourquoi le coach de Bakayoko 10 ne l'a pas mis dans le 11 de base? Pourtant, c'est le sauveur. Des deux équipes de l'OYERS. J'ai pas compris la question. Moi non plus. Bakayoko Dix, ça vous dit quelque chose comme joueur? Non. Non. Ah, c'est peut-être Henri Malange qui a mis Oui, voilà. dans les ça doit être ça, articles de alors. presse l'année dernière qu'il était là pour sauver les deux équipes. Les deux équipes, voilà. Il était rentré avec nous à l'Arquet. Dans Et c'est son le buteur de interview, l'équipe B. Hein, il a dit qu'il était là pour sauver, donc je suppose que c'est lié à Allez, c'est cet ça. article-là. Mais c'est vrai qu'un j'y reste aussi. Oui, il de y en a beaucoup nouveau, il y a beaucoup d'autres joueurs qui auraient pu être dedans. Allez, Philippe, vous nous avez réservé 3 articles, hein, si je ne dis pas de bêtises. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez épinglé cette semaine? Je commence par un article du journal Vers l'avenir, mais c'était l'Avenir du Luxembourg qui a publié ce petit article-là sur les licences. Quel imbroglio, encore une fois. Oui, chaque année, c'est à peu près la même chanson. Hein. C'est un article qui a été écrit par Daniel Jonette, notre confrère de Vers l'avenir, mardi. Et c'est vrai que tant dans la D1 ACFF que la D2 et la D3, jusque certainement encore 15 jours, 3 semaines après le championnat, il faudra attendre pour voir s'il n'y a pas encore des montants supplémentaires, puisque là, il parlait un petit peu vis-à-vis de Virton, qui, je pense, doit être 4e en D1 CFF, derrière Mons et derrière Tubize et l'Olympique un peu plus haut. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir au moins 2 montants de D1 CFF vers la D1B, pour autant que ces clubs aient des licences aussi, puisque pour le moment, si je me souviens bien, Tubize ne l'a pas et l'Olympique ne l'a pas non plus, les 2 premiers. Donc, question de stade du côté de l'Olympique de Charleroi. Et il faudra voir aussi financièrement. Et puis, Tubize, je pense que ça va se régler. Virton, je pense qu'ils ont déjà la licence. Mais en attendant, en D1A, le Berscott et Dender n'ont pas la licence et se posent des questions. Mais je pense que ça va se résoudre du côté du Berscott, parce qu'il y a des Japonais qui vont investir. Dender, je pense que ça va finir par aller aussi. John Textor du côté du RWDM, je suppose qu'il va faire le nécessaire aussi pour que le RWDM ait sa licence. Il ne l'a pas pour le moment. Lokeren, point d'interrogation. Et les Francs-Borins, Georges-Louis Boucher assure que ça va tomber à la mi-avril. Donc, si c'est comme ça, ce sera peut-être du côté flamand, parce que du côté de flamand, il y a les U23 de la Gantoise qui vont monter. Sont champions. Qui sont champions et forcément qui iront en D1B. Mais pour trouver une autre équipe flamande de D1 VV pour monter, c'est un peu plus compliqué. Hasselt se positionnera s'il finit le championnat en très 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 bonne place. Mais s'il n'y a personne du côté flamand, on pourrait aller chercher un francophone. Donc voilà, s'il y a plus de montants en D1 ACFF, des descendants de D1B, ça compensera aussi, mais il faudra se battre jusqu'au bout et on reviendra à l'OYERS, c'est ce tour final tout à l'heure. Sait-on jamais, ce serait quand même très cocasse qu'il y ait beaucoup de montants de D3 à cause des licences plus haut, mais c'est un autre débat. Avançons dans les articles de presse et passons à l'article concernant le club de Esch, qui est paru dans Vers l'avenir, là aussi c'était hier je pense, avec une petite déclaration de Francis Duchesne, la saison la plus catastrophique depuis que je suis à Esch. Là, on peut le comprendre, et c'est vrai que Esch, il avait pris 6 points contre Perouet et Belleuil, on lui a retiré. Il y a eu l'histoire de l'éclairage contre l'Arquet. Je pense qu'indépendamment de ça, c'était, comment vais-je dire, peut-être un petit peu trop juste au niveau du noyau. En tout cas, le président dit « Je vis la saison la plus catastrophique ». Mais enfin, oui, alors chaque semaine, tous les week-ends, on avait un nouveau joueur blessé. Et ceci, comment vais-je dire, implique cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
les joueurs, il n'y en a pas beaucoup qui ont signé. Il y a juste Bros, Thiraud, De Thier et beaucoup de départs, Aïka. par contre. Hein. Beaucoup de départs, mais on compte sur Roch Gérard, un ancien entraîneur de Esch et qui est aussi un grand ami du président Francis Duchesne, pour faire le boulot avec le PAC qui joue contre Rebec. Je regardais 17 points pour Rebec, 19 pour Esch. Admettons que Esch va prendre un petit point à Jodogne ce week-end, ça nous fait 20 points. Et Rebec bat le PAC, ça lui fait 20 poinns. 4 victoires. Est-ce que Rebec chacun. n'a pas une victoire? Alors, vous me direz, c'est peut-être moi qui devrais sortir l'info, mais j'avoue, mais à coup pas que j'ai pas vérifié dans le règlement. Mais que se passe-t-il? Est-ce que c'est le goal average pour séparer deux équipes, si les deux équipes perdent au dernier match, parce qu'ils auront le même nombre de victoires? Vous savez, Jean-François? À tout hasard? Non, mais Esch aura encore un match la semaine après contre Brenne. Admettons qu'ils ne le gagnent pas. Je veux dire, s'il y a égalité au niveau des victoires et des points, est-ce qu'on va directement au goal average? Si vous le savez, vous, et que vous êtes vraiment sûr, vous pouvez nous le mettre sur le chat. Ça peut nous... Sinon, on en reparlera la semaine prochaine. De toute façon, voilà, c'est une saison un peu compliquée pour Esch de toute manière. Et même si Esch termine devant Rebec, il peut toujours être barragiste. Et si Sorin descendait de D1B, etc., il faudrait peut-être jouer ce barrage. Donc on sera vraiment tranquille qu'après la saison, je vais dire, du côté de Esch. Allez, on passe au troisième article. Je l'ai choisi, donc c'est un article qui est paru aujourd'hui dans, vous le voyez ici dans Sudinfo. Je l'ai choisi parce que c'est un club exemple pour moi, mais il y en a beaucoup d'autres bien évidemment. Mais Somzé, c'est peut-être un club où il y a le plus de gens du village qui jouent dans cette équipe, et qu'on descende, qu'on monte, tout le monde reste dans ce club. Il y a très très peu de départs. L'envie de jouer ensemble et de représenter notre village constitueront toujours des éléments déterminants pour l'avenir, déclare le président dans l'article. Et c'est vrai que c'est une série très spéciale, la 2A, dans le bas du classement aussi, puisque dans le haut, il y a toujours une lutte intéressante avec beaucoup de clubs pour le tour final. Mais Somzé s'est imposé 2-4 à Pont-de-Rome, 27 points pour Somzé, qui est avant-dernier et descendant pour le moment. Le FCO a 28 points, un petit point de plus, et Houillet a 4 points de plus. Et donc ces trois clubs-là se battent évidemment pour éviter le deuxième siège basculant derrière On et B. Je regarde, Somzé joue contre Borin et le FCO à Profondeville ce week-end, et Houillet contre Nanine. Mais Houillet devra jouer à Til-Château, qui est dans la même entité que Somzé, et beaucoup de copains dans les deux clubs. Là, donc, Ti pourrait donner un coup de main à Somzé. Et le dernier match, c'est FCO Somzé. Voilà. Ça promet aussi. On parle parfois de bagarre pour le titre. Ah, mais là, pour le maintien, il y en a une belle. Hein. Et ce sera une belle là-bas, le 27 du 4. Donc, on va voir comment ce championnat va se dénouer pour ce club de Somzé. Très sympathique. Je crois que ces gens de Somzé ont toujours un record avec le talk foot aussi. Quand on les avait eus, ils les avaient fait exploser les compteurs. C'est pour ça qu'on les aime bien aussi. On était monté à 18 000 vues, je pense, avec nos amis de Somzé. C'est vrai, qui créent la surprise. Victoire, si je ne dis pas de bêtises, contre Pont-de-Rome, vous l'avez dit. Nul contre Malone. Victoire contre Profondeville. Aussi, nul contre Flavion. Donc, il y a du talent, beaucoup de talent dans cette équipe. Ils ne rendent pas les armes, comme on dit. Non. D'ailleurs, beaucoup de joueurs de Somzé sont courtisés si Somzé descend en P3. Mais je crois qu'ils veulent rester quand même à Somzé parce qu'il y a une vraie unité dans ce village. Et il y a du monde qui les suit. Franchement, allez voir ce match à Somzé contre Borin, voir le dernier, même s'il sera plus stressant. Mais il y a beaucoup de monde qui suit Somzé. Allez, merci Philippe pour ce petit tour d'horizon de la presse namuroise. C'est le moment pour nous de lancer la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps avec un deuxième call, et Philippe Ville est dans la place, comme on dit. On a déjà le président, d'ailleurs, Damien Tréfoy, qui est impatient. On passe à 22 h ou quoi, qui nous dit. Et énormément de commentaires par rapport à Martin, qui va arriver dans quelques instants. Et alors, on a un commentaire de Lucas qui nous dit « confrontation directe normalement » par rapport à votre remarque en cas d'égalité. Et dans les confrontations directes, qui se souvient des résultats entre eux? Je pourrais aller chercher ça. Oui, je pourrais aller chercher ça. Est-ce qu'on peut me dire si Martin est avec nous pour le moment?
Eh oui, Martin est là. Bonsoir Martin. Bonsoir à tous. Surnommé la plus belle barbe du football provincial namurois en plus. Exactement, d'ailleurs, si on est champion, apparemment, on va devoir me la raser ce dimanche ou dimanche prochain. Donc, madame ne sera pas très contente, mais apparemment, je vais devoir y passer. Martin, vous êtes attendu, vous n'avez pas un petit coup de pression, là, un petit coup de chaud, tout d'un coup? Non, non, ça va, ça va. Allez. Je gère plutôt bien la pression. Ou je la bois, mais... Ah, il faudra la gérer ce week-end, en tout cas. Philippe, vous nous présentez Martin Pierrot, milieu défensif de Philippeville? Absolument. Martin, il a 29 ans. Vous l'avez dit, demi-récupérateur de Philippeville. Il est responsable de rayon dans une grande enseigne de sport de la région de Charleroi, je pense. Il habite Prilé-Walcourt. Je parlais de Somzé, je parlais de Tilchâteau. Bah voilà, c'est la même entité que Somzé et Tilchâteau et Tarsienne aussi dans cette série P2A. Je pense qu'il a fait toute sa jeunesse à Philippeville. Je parle de la ville. Voilà aussi les Philippe-Villains qui nous suivent beaucoup aussi sur le talk depuis le début de la saison. Il a joué en pré-minime à Philippeville et puis il a joué plus tard, évidemment, en équipe première, aussi, je pense que c'était à Suris, à moins que c'était chez les jeunes, il va nous le repréciser. Et puis, il est revenu à Philippeville après le Covid, parce qu'il est allé jouer 2 ans aussi à Tilchâteau. Et maintenant, ça fait 3 ou 4 saisons qu'il est avec cette P3 de Philippeville. L'année passée, il y a presque eu une montée, puisqu'il y avait déjà eu un tour final pour les étoilés, qui ont été battus par la jeunesse Tamine B et éliminés dans la course à la montée. Voilà, on espère que ce sera votre premier, pas le premier titre de Philippeville, ils ont déjà été champions par le passé, mais votre premier titre, Martin, peut-être déjà dès dimanche avec ce match à l'Étoile où il suffira, si j'ose dire, prendre un point ou gagner. 4 points d'avance pour le moment, donc si Gemep gagne, faudra il va nous le dire, il doit connaître ça par cœur. Ouais. Martin. Effectivement, il faudra gagner ce dimanche. Il nous reste 2 matchs et on doit gagner absolument ce dimanche ou dimanche prochain. C'était déjà un peu le cas ce week-end. Vous auriez pu être champion si jamais Gemep perdait les plumes du côté de l'Inibé. Ça n'a pas été le cas avec ce 2-5. Mais de votre côté, vous avez fait le job, et plus que le job, parce que c'était le derby face à Florène, 8-1. Alors qu'à l'aller, ça avait été compliqué quand même, Martin. Effectivement, au match aller, ça a été compliqué. D'ailleurs, j'avais été interviewé par Philippe après le match. Ça a été compliqué dans le sens où on sait qu'aller jouer à Florène, ça reste un match très compliqué parce que c'est une équipe qui est fort physique. Et aussi, on ne se le cache pas, mais c'est un terrain compliqué pour nous, étant donné qu'on commence vraiment à s'habituer à notre synthétique. Et le fait de devoir aller à l'extérieur, c'est quand même plus compliqué pour nous. Et Florène aussi reste un gros derby avec une équipe très sympa à jouer. Et on sait aussi que l'année passée, ils nous ont battus 4-0, si je ne me trompe pas, chez nous, à domicile, sur notre synthétique. Donc on avait un peu une revanche à prendre. C'était un match très attendu. On l'a très bien préparé de la semaine avec l'équipe et le staff. Et comme vous l'avez dit, on a fait le taf. On a fait le taf ce dimanche et on a assuré la victoire en espérant que derrière les 2 équipes, Nîmes et Gemep soient s'accrocher. Ça a été le cas pour une, mais pas Gemep. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à travailler à fond cette semaine et faire le taf aussi ce dimanche. Allez, si je vous dis 1 point à l'Étoile, et puis vous fêtez le titre et vous gagnez largement compte donné, vous signez? Non, moi personnellement, je suis plus pour déjà gagner ce dimanche. Même si on préférerait être champion chez nous. Mais je préférerais déjà gagner ce dimanche, comme ça on est tranquille avec ça et l'objectif est atteint. Oui, d'autant que Donnet vous a pris des points, je pense, au match aller. Exactement, on fait match nul à Donnet, match très compliqué encore une fois, et ils ont une latte à la dernière minute, donc on peut perdre le match. Donc, on ne joue plus Donnet, c'est quand même une belle équipe à jouer. Et Donnet qui recevra Gemep ce week-end, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Oui, voilà, donc on n'a plus envie de jouer avec le feu. Quand il y a un match au sommet, on a parfois un peu plus de difficultés à Philippeville, je pense évidemment à ce match contre Nîmes B, que j'avais suivi fin décembre. Là, Nîmes B qui vous prend 6 points. Et vous m'avez dit, en préparant cette petite interview, il s'est passé quelque chose après cette défaite. On s'est tous réunis, on a eu une grosse discussion. Et oui, il s'est passé quelque chose. Allez nous en parler.
Effectivement, on sait déjà que début de saison, on avait joué Nîmes et on savait déjà que ça allait être une équipe du top. Et on s'était déjà fait accrocher en début de saison par Nîmes, qui ont une très belle équipe d'ailleurs, et avec des bons petits jeunes et beaucoup d'expérience également. Après, la saison a continué et quand on est arrivé à ce match retour, on savait que ça allait être un match très compliqué. Alors, est-ce qu'il y a eu un peu de stress de la part de l'équipe? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça a été un non-match pour nous dans l'ensemble. Ça a été un match compliqué. On n'a pas été au rendez-vous à ce match-là. Et oui, effectivement, il y a eu une petite réunion qui s'est faite après ce match-là, donc c'était à la trêve hivernale. Cette réunion a permis qu'on éclaircisse un peu les difficultés entre nous, que ce soit avec les coachs, avec le comité, avec l'équipe. Et on s'est vite rendu compte que l'objectif était loin d'être perdu et qu'il fallait qu'on aille de l'avant et qu'on règle tous ces problèmes-là ensemble. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'en 2025, l'équipe et le staff, on est vraiment resté dans notre bulle. On a vraiment pensé à notre objectif qui était clairement le titre, même si on n'a pas crié sur tous les toits. Et voilà, ça a payé parce qu'on voit qu'en 2025, on encaisse 3 goals. On a quand même quelques belles victoires à notre actif. Juste le petit accrochage contre Diem. Mais sinon, voilà, 2025 pour nous, c'était une bonne deuxième partie d'année. Et on espère continuer et fêter ça de la meilleure des manières cette fin de saison. Justement, Martin, quand on regarde un petit peu l'entièreté de la saison, on a envie de dire que c'est l'équipe de Philippeville la plus régulière. On sait que Jemep a mis du temps avant de lancer son championnat. Ils ont eu un petit retard au démarrage. Nîmes B a eu 2 périodes plus creuses et est en train de connaître la seconde pour le moment dans cette fin de saison. Par contre, Philippeville, qui n'a jamais gagné de tranche, qui pourrait être champion sans gagner de tranche, vous n'avez jamais eu 2 à 3 semaines consécutives, vous êtes passé au travers. Non, effectivement, comme je disais, les 2-3 matchs où on s'est fait accrocher, que ce soit par des matchs nuls ou des défaites, je pense que c'était un peu des non-matchs de notre part. Voilà, peut-être un manque de forme, des choses comme ça, mais en tout cas, à chaque fois, on arrivait à relever la tête directement, et même si on allait à l'extérieur la semaine d'après ou autre, on arrivait à relever la tête et prendre des points. Ce qui l'année passée n'était pas notre force de prendre des points à l'extérieur. Là où cette année, on a travaillé beaucoup avec les coachs et autres, en s'entraînant en bas notamment, même si ça ne fait pas plaisir à beaucoup de joueurs. Donc on va s'entraîner sur notre terrain en herbe en bas. Et du coup, on prépare correctement nos matchs à l'extérieur. Je pense que ça joue beaucoup. L'implication de tous les joueurs joue aussi cette année et les nouveaux transferts de l'année passée nous ont beaucoup aidés aussi. Et quand je dis implication, c'est rare quand un mardi ou un jeudi, on est moins de 15. Pour l'instant, on tourne entre 15 et 20 tout le temps, des fois plus de 20. Donc, je pense que tout ça, mis bout à bout, fait qu'on fait une très belle année, effectivement, comme vous l'avez dit. Et voilà, c'est une année plutôt réussie jusqu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à conclure. Et le jeu de Philippeville a changé, vous me l'avez dit aussi. On a eu de toutes belles installations, un beau synthétique, mais on n'était pas prêt footballistiquement tout de suite. Il a fallu le temps. Et maintenant, on joue autrement avec ce synthétique. Mais ce n'était pas l'ADN de Philippeville il y a deux saisons, peut-être encore. Non, il y a 2 saisons. Même l'année passée encore, on venait seulement d'avoir le synthétique en cours de saison. Et les autres années, on avait un terrain très compliqué à Philippeville. Ça a été le cas très longtemps. Et du coup, on s'était habitué à jouer plus sur des longs ballons, un jeu un peu plus brouillon, très physique, etc. On était une équipe réputée pour être quand même beaucoup plus physique. Et là, l'année passée, il a quand même fallu un temps d'adaptation au synthétique. Donc même chez nous, on a eu des difficultés. Et maintenant, on voit, typiquement, si on regarde notre match du tour final à la Jeunesse Tamile l'année passée et nos matchs de cette année à domicile, on voit clairement qu'il y a une énorme différence et qu'on joue quand même beaucoup plus au foot maintenant. On a tendance à beaucoup plus poser le jeu et l'équipe est beaucoup plus calme et sereine à domicile. Énormément de réactions, hein, Martin, dans le chat. Vous allez devoir passer commande parce qu'on nous dit que vous allez payer la prochaine tournée, visiblement. Madame n'a pas l'air... Ah ben voilà. Et par contre, Madame n'a pas l'air très contente. Hein. Justine qui nous dit hors de question pour la barbe. Donc il va falloir marquer des points si vous la rasez, Martin. Sinon, on a également le bourgmestre de Philippeville qu'on salue, Jérémy de Martin, qui nous dit Martin est bon pour faire de la politique. Quelle aisance en interview. Dommage, il ne fait plus partie de l'entité. Non, effectivement. Maintenant, je suis sur la commune de Walcourt. Donc...
Voilà. Et alors... Mais Jérémy Desmartins qui nous suit quand même pas mal, donc C'est vrai ça fait plaisir aussi. Ouais. Par contre, vos coéquipiers ont l'air de dire que l'éclairage sur le terrain B, c'est pas trop ça. Non, effectivement, hier, on a eu entraînement. Le terrain est déjà compliqué en soi. Et en plus de ça, on a eu entraînement avec l'éclairage qui ne fonctionnait pas, ou en tout cas, on n'avait plus le code du cadenas. Alors, est-ce qu'un joueur de l'équipe a été le saboté? Je ne sais pas. Mais on n'a pas eu d'éclairage en fin de séance, effectivement. Andy Jeunquin, qui est également dans le chat, votre coéquipier, il se faisait un peu railler pour le penalty raté face à Nîmes. Mais finalement, c'était l'électrochoc, ça, alors? Effectivement, Andy avait raté un penalty à Nîmes et il en rate un aussi contre Bième où on prend cette défaite. Mais voilà. Il ne tire plus depuis alors? C'est plus lui qui les tire en premier. Il a accepté et c'est une décision qu'il a prise avec le coach certainement. Mais comme on lui a dit, on ne le voudra jamais pour ça. Il a pris l'initiative de le faire. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'auraient fait. Et du coup, voilà, derrière, nous, on a assuré pour justement rattraper ça tous ensemble en collectif. Ce qui a été notre force aussi cette année, qu'on a été vraiment, on a été vraiment un groupe bien soudé. Donc voilà. Et dans ce groupe bien soudé, Martin, vous êtes le joueur, si je ne m'abuse, avec le plus de temps de jeu. Vous faites une saison pleine là, à Philippeville, 2379 minutes, vous n'avez pratiquement rien raté. Effectivement, cette année, j'ai raté le match de Bième parce que j'avais pris ma 3e jaune, le match d'avant. Et je rate le match de Moustier, donc c'était le match juste après, Moustier à domicile, parce que j'étais parti en voyage de 3-4 jours et c'était pendant ce match-là. Mais sinon, ouais, j'ai pratiquement tout joué, si je ne me trompe pas. Et votre président qui dit pense à ramener la brouette demain pour prendre les jetons. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Ben voilà, il y a eu un accord avec le comité quand je suis revenu à Philippeville. Que j'étais payé, j'ai décidé de payer à 100% jetons pour le club, donc les primes, etc., je les avais en jetons pour la buvette, et du coup je les fais partager à toute l'équipe et aux supporters et autres, comme je peux. Et j'espère que vous ne m'en voulez pas pour cette fameuse phrase que j'ai sortie lors du match à Philippeville, puisque je vois qu'on en parle sur Andy Jeunquin en parle sur le chat, là, la floche de Pierrot, comme dirait notre ami Philippe. Vous vous souvenez de cette petite floche? Exactement. Là. Cette phrase me suit encore maintenant d'ailleurs, mais je ne vous en veux pas. Non, j'ai même eu l'honneur d'avoir, parce que nous après nos matchs, il y a beaucoup d'équipes certainement qui font ça, mais on fait un petit vote, le soulier d'or, donc le meilleur joueur, et il y a la bite d'or. Et la bite d'or, ça récompense, c'est pour le joueur qui a fait une petite bouffe de la semaine ou pendant le match. Et du coup, j'ai eu la chance de l'avoir grâce à ça. Et j'ai dû faire la cagnotte et autres pendant la semaine. Bon, si jamais, Martin, il y a Nathan Kraps qui nous dit pour les pénaltys, vous pouvez prendre Johan Mott. Vous l'avez toujours rentré à la gorge, celui-là? Non, maintenant c'est passé avec le maintien. Un pénalty, c'est ou dedans ou à côté. Et là, c'était pas dedans, mais les autres qui l'a frappé étaient dedans. Donc, je ne sais pas si à Philippeville, on fait des panenka. Hein. Non, Andy n'a pas encore essayé, ça il devrait peut-être. Ne lui donnez pas de mauvaises idées, tant que vous n'êtes pas champion. Hein, ceci dit, un grand bravo déjà aussi à Marcelin Delabarre, qui a éclaté à Philippeville cette année. Paquet de buts. Hein. Un paquet de buts. Et je pense qu'il n'est pas encore le meilleur buteur de la série. Il y a un certain 2/3 à Floref qui a marqué un peu plus. Donc ce sera un autre petit match dans le match, si on ose dire, pour votre attaquant. Oui, effectivement, cette année, une très belle année pour Marcelin, qui a quand même mis pas mal de goals et des beaux goals en plus. C'est ce qui lui manquait un peu l'année passée. Comme je disais tantôt, oui, c'est ça. Les transferts, et je pense même qu'il y a une erreur dans le compte. Je crois que lui-même a recompté tous ses goals et il en a un petit peu plus. Donc il faut voir. Mais en tout cas, les transferts de l'année passée, de cette année, nous ont fait beaucoup de bien, comme Marcelin, Jérémy Dubon dans le milieu, les jeunes qui nous ont rejoints aussi. Et franchement, les transferts ont apporté quand même une bonne dynamique à l'équipe, tous. Je ne les ai pas tous cités. Mais effectivement, Marcelin, il va y avoir un match dans le match aussi, parce que je pense que ça lui tient à cœur de finir meilleur buteur de la série. Et on sait que l'attaquant de Floref est quand même très redoutable. Maintenant, à voir, parce que là, ils ont changé de coach, etc. J'ai vu, donc à voir comment ça va se passer leur fin de saison aussi. Et quelle fin de saison pour Philippeville, puisque peut-être un titre pour l'équipe première qui retrouverait la P2 dès dimanche, mais il y a aussi la P4 qui va jouer probablement le tour final et qui pourrait monter aussi vers la P3. Et puis, les dames ne sont pas encore sauvées, donc il y a de l'intérêt à tous les niveaux, presque dans le club. Je ne sais pas les jeunes jusqu'où on va, mais voilà, c'est un club qui bouge beaucoup et il y a
a de l'enjeu autour du terrain aussi. Hein, il y a de l'enjeu pour les supporters, quoi. Hein. Oui, effectivement, historiquement, mais le club est quand même monté jusqu'en P1. Puis après, c'est quand même redescendu. Il y a eu ces années un peu plus sombres où l'équipe première est redescendue jusqu'à la P4. Et là, depuis quelques temps, l'objectif, il est clair, c'est de faire remonter l'équipe A le plus rapidement possible. Évidemment, on sait que c'est très difficile de sortir de P4 ou de P3. D'ailleurs, on le voit, ça fait 3-4 ans qu'on bataille pour sortir de cette série. Mais là, effectivement, on est sur la bonne voie avec peut-être justement un titre cette année, on l'espère, pour monter en P2 et la P4 qui est déjà au tour final assuré, qui pourra éventuellement jouer pour monter la P3, ce qui ferait 2 belles équipes pour l'année prochaine. Avec également un projet, si je ne me trompe pas, de créer une équipe U19 pour avoir un bon renfort de jeunes derrière qui vont alimenter notre équipe première et l'équipe féminine qui se débrouille très bien et qui ont vécu une saison un peu compliquée, mais on espère aussi qu'elle se sauve. Ouais, parce que on suit beaucoup entre nous, on va souvent voir les équipes féminines et l'équipe B, etc. Donc c'est assez chouette aussi. On voit que c'est un club qui vit bien et qui remonte à la surface. Parce vrai. Que toutes les équipes de jeunes, depuis les tout petits jusqu'à U14, on les a, je pense, si je ne me trompe pas. Et il y a un petit trou entre U14 et bon, il n'y a pas encore de U17, mais ça viendra certainement un jour. Et des U19, tout ça va pouvoir comment alimenter l'équipe première, que ce soit l'équipe de P3, si elle va en P3, et l'équipe de P2, si elle va en P2, mais on n'en doute pas. Ceci dit, et on en termine tout doucement avec cette interview, les incertitudes aussi dans votre noyau, elles concernent des joueurs qui, allez, je pense à un Jérémy Beck qui a joué déjà plus haut, qui se demande, il pense arrêter le football, donc je pense qu'il a encore le temps pourtant. Et puis il y a Logan Denison et Julien Delfos, qui sont des pions importants aussi à Flipville et qui se demandent s'ils vont rester. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ils vont rester tous? Ici, on a eu l'annonce aujourd'hui que Logan Denison re-signait 1 an en P2, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Il l'a annoncé, il en a parlé hier ou avant-hier avec le comité et les coachs, donc ça a été annoncé aujourd'hui sur les réseaux, donc ça c'est plutôt cool. Pour ce qui est du cas de Jérémy Beck et Julien Delfos, c'est nos 2 piliers un peu en défense centrale, donc ça va être compliqué si on les perd tous les 2. Maintenant, voilà, Jérémy Beck nous a apporté quand même beaucoup d'expérience et surtout techniquement très fort. On sent forcément qu'il a joué plus haut, donc ça amène une certaine sérénité dans notre défense et dans tout le jeu. Donc voilà, on essaye un peu de le titiller pour qu'il signe encore une fois. Nous, le comité, les coachs, etc. On va voir si ça paye. Mais dans tous les cas, il nous a rapporté beaucoup sur 2 ans malgré ses blessures. Et c'est top d'avoir pu jouer avec un joueur comme ça, en tout cas. Et pour Julien, notre capi, il se pose encore quand même pas mal de questions. Donc on attend de voir aussi, mais ça serait tout bénéf de pouvoir garder un gars comme ça dans le groupe, parce qu'encore une fois, lui aussi, tactiquement, c'est très fort et il a beaucoup d'expérience. Il a connu les belles années en P2 et donc ça serait top de pouvoir garder un élément comme ça en plus. Vous parlez justement de Logan Denison qui a été tagué là dans le chat. Un titre de champion avant de revenir à la maison des fromagers, c'est beau ça. Il était attendu du côté de Suris. C'est tous ses potes, il vient de là de base, donc à mon avis, ils aimeraient bien le revoir parce que c'est un excellent gardien aussi. Mais on va tout faire, du coup on le garde et on aurait tout fait pour le garder chez nous parce que c'est, comme j'ai dit, un excellent gardien qui nous a rapporté beaucoup de points aussi. Voilà, un Logan Eno qui nous dit il avait donné sa parole à Suris, déçu. Voilà. Vous venez de déposer une bombe là, Martin. Non, à mon avis, c'est des petites blagues entre eux. Je pense que Logan ne nous aurait pas fait ça. Oui, et bon transfert déjà pour Flipville probablement en P2 la saison prochaine, puisque Benjamin Broutin, que l'on a connu de Nîmes, qui était à Couvin cette année-ci, a signé pour Flipville. Et puis vous m'avez dit que vous aviez déjà testé quelques U19 de Onhé. Onhé est un beau réservoir là-bas aussi, donc un gardien, un attaquant, un milieu de terrain. J'imagine qu'il y en a bien un qui va signer chez vous, au moins. Oui, je pense que c'est en bonne voie et ils sont déjà vus 1 ou 2 fois, même déjà un souper avec nous. Donc pour moi, c'est en bonne voie et je pense que c'est des très bons petits jeunes qui nous apporteraient aussi beaucoup dans l'équipe et dans le club. Ici, ils vont être champions en U19 à Onhé et ils sont encore en bataille pour la coupe. Donc
Donc voilà, je pense que quoi qu'il arrive, avec les matchs tests qu'on a fait avec eux, ça reste de très très bons renforts pour compléter l'expérience qu'il y aura dans l'équipe. Amener des jeunes comme ça peut être vraiment tout bénéf pour l'année prochaine. Il y a des joueurs qui auront connu, certains joueurs qui auront connu la P2 déjà, et on complète ça avec des jeunes. Donc voilà, je pense que ça serait le bon mélange pour faire une bonne petite saison en P2, même si ça ne sera pas facile. Et les 3 entraîneurs qui ont annoncé qu'ils continuaient, et on les veut toujours bien. C'est vrai qu'ils ont bien le groupe en main. Ça fait déjà quelques années que Jean-François Herpers vous dirige. C'est l'entraîneur idéal pour Philippeville. Je dirais que oui, c'est l'entraîneur idéal. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui s'étaient dit, mince, si le staff, que ce soit lui, Dono ou même Pierre, notre entraîneur de gardien, arrêtait, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que beaucoup de joueurs font confiance à JF Dono, et eux2 et eux3, même avec Pierre, font du super bon boulot toutes les semaines. Et je pense que c'est en grande partie grâce à eux qu'on va pouvoir atteindre certainement notre objectif cette année. Et ouais, effectivement, ils sont là. Enfin, en tout cas, JF est là depuis quand même pas mal d'années comme coach. Et Dono était notre capitaine avant. Donc voilà, je pense que le fait qu'il reste, ça va continuer. On va continuer sur cette bonne dynamique. Maintenant, c'est à nous de faire le job en cette fin de saison et l'année prochaine, de bien se préparer pour attaquer cette grosse saison si on est en P2. Et ce sera Philippe qui sera au commentaire pour cette rencontre entre l'Étoile et Philippeville. Et si jamais ils partent, s'ils perdent, moi je dois vite me cacher puisque je n'aurais pas porté chance contre le match à Nimbe. Mais par contre, vous portez chance à Louis Lambert, souvent qui est buteur quand les caméras de bouquet sont là. On va voir un grand Louis à l'Étoile, ça probablement. Et on verra s'il n'y a pas une nouvelle floche de Martin alors. On le souhaite. Allez, merci beaucoup. Merci Martin d'avoir été avec nous ce soir. Et bien entendu, on vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Merci à vous, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée, merci. Jean-François, on revient vers vous. On a encore pas mal de choses à évoquer, forcément, puisque vous l'avez déjà annoncé, vous ne continuerez pas à Loyers la saison prochaine. Mais juste avant cela, vous nous avez préparé une carte talk. On va découvrir cela. Allez, mais avant de parler de la carte talk, ce sera d'ailleurs Martin Collard, votre défenseur central, pratiquement capitaine, que vous allez mettre à l'honneur. Mais j'aimerais revenir sur la carte talk de la semaine dernière avec notre ami Jordan Grégoire d'Anhé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Philippe. Oui, il y a eu un cafouillage au niveau des photos. Et alors là, désolé pour notre ami en régie, Nico Delpar, là, c'est carte rouge. Eh oui, Nico, désolé, mais là, une erreur comme ça se paye cash. C'est la carte rouge. Heureusement, je vois déjà en régie qu'on a Dimitri qui est prêt à prendre sa place, non pas sur le terrain, mais en régie. Allez, voilà, mea culpa pour cette erreur de Jordan. C'était directement rectifié sur les réseaux. Et on avait pris un autre... Oui, un autre Jordan Grégoire qui joue également en P1, qui est également milieu défensif. Mais dans le Luxembourg. Voilà, du côté de Chaumont. Donc ça, c'est parfois un peu les petits aléas du direct. Allez, Nico, pas de semaine de suspension. Tu pourras reprendre ta place la semaine prochaine. On se focalise directement sur notre carte talk de ce soir consacrée à Martin Collard. Vous le disiez, un fidèle de Loyers et un gars qui est très important au sein du groupe. Oui, Martin est, on va dire, on a Damien Krevitz qui est le capitaine de l'équipe et Martin, on va dire, le vice-capitaine ou le deuxième capitaine. C'est lui qui prend la parole avant chaque match. C'est lui sur le terrain qui a le plus le crachoir pour replacer ou pour motiver les joueurs. Donc, par rapport à toutes les années qu'il a joué, je voulais le mettre un peu à l'honneur parce que souvent, défenseur central, on les cite rarement. On va trouver qu'un joueur est beaucoup plus élégant offensivement et donc ça me faisait plaisir de le mettre à l'honneur. C'est bien lui, on est d'accord. C'est bien lui, ouais, Martin qu'on avait reçu d'ailleurs dans le talk cette saison. Est-ce que vous connaissez un peu le principe, Jean-François ? Oui. Allez, vous allez donc nous donner 3 cotes pour Martin. La première consacrée à l'attaque et la défense ici en l'occurrence, puis il y aura la technique et le physique. Première note pour Martin.
Je vais dire qu'en termes de défense, c'est du costaud. Donc je pense que sur les trois cotes, ce sera la plus haute. 90, oui. Allez, 1,90 pour Martin Collard, le défenseur central de l'Oyers. Ensuite, sa technique. Est-ce que c'est là que le bas blesse un peu? Alors Martin a une spécificité propre à lui, c'est qu'il a un pied gauche. Okay. Beaucoup de joueurs gauchers, il a vraiment un pied gauche. Et alors il frappe essentiellement de l'extérieur du pied. Donc, ce qui le rend encore plus atypique. Donc à la technique, on va plutôt lui mettre 70 que 90 parce que voilà, c'est pas non plus ce qu'on lui demande. Il a la technique nécessaire que pour relancer les jeux proprement, mais voilà, 70 c'est bien. Un bon 70 pour la technique de Martin. Et alors, le physique? Physique, on peut le splitter entre la condition physique et l'impact physique. Il est bon dans les deux? Dans l'impact physique, il est très très bon. Ah, okay. En condition physique, c'est pas le spécialiste des 30-30, mais il a son impact et dans la position où il joue, c'est important. Donc je vais lui mettre 80 pour le physique. Allez, 80 pour le physique. Vous l'aurez compris, si on s'arrêtait maintenant, Martin aurait une cote de 80. Mais vous pouvez choisir des bonus ou des malus, ça on va voir. En tout cas, il y a 5 attributs à choisir. Vous pouvez en prendre maximum 3. On a fantaisie technique, pas de gauche, vous l'avez dit, les gauchers, maîtrise des airs, sniper ou Formule 1. Pour l'anecdote, Jean-François, l'algorithme n'est pas très sympa ces dernières semaines et taille un petit peu dans les côtes. Qu'est-ce que vous choisirez pour... Pas fantaisie technique, ça c'est sûr. Pas de gauche, avec ses petits extérieurs? Ouais, c'est son pied, donc je vais dire pas de gauche quand même. Pas de gauche. Maîtrise des airs, il est assez bon dans les duels aériens aussi. Les duels aériens. Sniper, je dirais pas. Formule 1, là, non, pas du tout. Non. On garde... Oui, après, est-ce que c'est des points bonus? De toute façon, c'est les deux qui correspondent à Martin, donc on va ça correspond à la réalité, voilà. Donc on choisit pas de gauche et maîtrise des airs pour Martin, et on va voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de l'algorithme. Mais en tout cas, déjà des bonnes notes, avec 82 de moyenne. Un joueur qui aurait pu évoluer plus haut à un moment de sa carrière? Je pense qu'il est... À la bonne place? Oui, je pense que c'est des joueurs qui évoluent aussi avec leur équipe. Je crois que Martin avait déjà goûté à la promotion la première année, peut-être même avec Assès avant, sans certitude. Mais avec, sa commune. Mais avec l'Oyers, quand ils sont montés en promotion il y a quelques années. Et il fait une saison... tout à fait acceptable. Après, il y a toujours l'aspect familial, l'aspect professionnel qui fait à un moment donné qu'on sait se consacrer plus au foot ou moins au foot. Mais je trouve que Martin est à sa place à l'Oyers. Ah, pas de côté Alors oui, vous me disiez c'est ce qu'il nous a annoncé, qu'il resterait au club et qu'il ferait un pas de côté. Mais, comme Antoine Richie? Ouais, on va quand même essayer de le faire jouer plus souvent. De le convaincre de rester parce qu'il est important. Il est important humainement et sportivement. Donc voilà, je pense qu'une saison est longue. On est dans une saison où ça a été compliqué, donc ça a été usant nerveusement et donc on va. Voilà, la saison n'est pas finie. Il reste un match et puis la trêve fera du bien. L'année dernière, on a eu fini en juin. Donc la saison a été longue. Voilà, s'il arrive à aménager 7 ans pour trouver son équilibre et que le foot peut encore trouver une place, le Oyers serait preneur. On espère le garder avec nous dans le groupe. Allez, on me dit dans l'oreillette que la carte est prête. Ah voilà, 76 de cote générale pour Martin, qui aura donc perdu 4 points avec ces deux attributs. Pas de bol
pour lui, mais une belle carte quand même avec ce 76 de général et 2 attributs, patte gauche et maîtrise des airs. Une carte que vous pourrez retrouver très rapidement dès la fin de l'émission sur Facebook pour partager, ou même si vous voulez l'encadrer pour l'ensemble de sa carrière, Jean-François, vous êtes le bienvenu. Ouais, mais c'est une belle carte et c'est un chouette résultat pour lui. Allez, merci pour cette carte, mais Jean-François, c'est vrai que le temps passe, hein, il est déjà 20h30 à mon avis pour le quiz cette semaine. Désolé, ça va être trop court, Philippe, mais on va quand même enchaîner. Jean-François, je le disais, vous avez décidé de faire un pas de côté en fin de saison. Vous n'avez pas trouvé un autre club, ce n'est pas votre choix, tout simplement. Pourquoi est-ce que vous arrêtez du côté de l'OYERS ? Alors, je n'arrête pas du côté de l'OYERS, j'arrite de coacher. Ah, mais vous restez impliqué dans le club, alors allez, on va appeler responsable sportif ou directeur sportif, ou on va dire le nom qu'on veut donner. Donc, je vais chapeauter les équipes adultes de l'OYERS. Je voulais me donner du temps professionnellement pour pouvoir louper un mardi, un jeudi ou éventuellement un week-end, ce qui est compliqué à faire quand on est T1 d'une équipe et qu'on a envie d'avoir de la présence toutes les semaines aux entraînements. Donc j'avais déjà cette année-ci fait les transferts, je vais dire, seul, avec l'accord bien sûr du comité. Ici, j'ai pu travailler sur mon successeur, sur les nouveaux renforts. Ça s'est fait main dans la main ou vous avez quand même pris une grande partie par votre connaissance du terrain namurois aussi? Oui, je ne peux pas dire que j'ai pris quasiment la totalité. Le coach, on l'a choisi avec Guy Fontaine, et puis on a proposé les choix qu'on avait ciblés au comité. Et puis le comité, dans l'ensemble, a confirmé, on va dire, le choix qu'on avait fait. Pour les joueurs, j'ai carte blanche dans le cadre qui est défini à l'OYERS financièrement parlant. Financier. Et donc voilà, il faut être dans le cadre financier, il faut correspondre à des critères aussi en termes de personnalité. Il faut que ça matche avec le reste. Et il faut que ça matche avec le groupe, mais avec l'identité du club. Et donc voilà, ils m'ont laissé vraiment la latitude de faire la nouvelle équipe. Et je pense que tout le monde est content du résultat. On va découvrir cette nouvelle équipe avec ces nouveaux transferts. Je vais les citer. On a Rémi Bastien de Meux, on a Max Servet de Nanine, qui vient d'ailleurs avec un coéquipier, Amaury Herman. On a Martin Van Vive, le défenseur central de Meubé. Elliot Moléon, retour au Bercail pour lui. Il n'est pas le seul d'ailleurs à venir de Esch, puisque Martin Delcor et Ethan Gilles l'accompagnent. Hugo Jaspard de l'Arquet, mais également connu pour ses belles saisons à Meux. Et alors, Madis Primon de Fize, là c'est le seul non-namurois, on va dire. Il est namurois, il habite, je pense, Bouge. Ah, il est namurois. Voilà. Il a joué à Eveleth, hein, je pense. Il a joué à Eveleth, il appartient au Framborin, il a joué en jeune à Ciné, et je pense que même il a participé les années où Ciné a fait D2, D3, c'était un des jeunes qui était, je pense, dans l'équipe à ce moment-là. Donc le recrutement, il a été fait... du local. Très local, parce que si on prend Ethan Gilles, il est passé 2 ou 3 ans en équipe de jeunes à l'OYERS avant. Max Servet et Amaury Herman, c'est le cousin germain de Damien Krevitz. C'est des jeunes qui jouent à Nanine, donc c'est dans un rayon proche de chez nous. Elliot, il rentre à la maison après une année passée à Esch. Et les 2 joueurs de Meux, ça correspondait à ce qu'on voulait dans le terme de recrutement, l'âge et le foot qu'ils proposaient. Et il reste Hugo Jaspard. Hugo Jaspard, l'année dernière, on avait déjà approché pour qu'il vienne chez nous, parce que voilà, on trouve ça un joueur super élégant. Et beaucoup de potentiel aussi. Il a beaucoup de potentiel et il faut qu'il joue. Il est tombé dans une équipe cette année-ci où la concurrence à cette place-là était énorme. Chez nous, c'est à lui à prendre
à faire le nécessaire pour prendre cette place. Mais la totalité des transferts correspondait au profil footballistique jeunes qui viennent pour un projet sportif, soit qui ont une revanche à prendre, soit qui ont des choses à montrer. Et voilà, on est super content du mercato qu'on a fait. Et Jessim Tadjonan qui revient après cette saison blanche. C'est vrai, Phil. Oui, on a Jessim Tadjonan qui sera un peu un renfort puisqu'il n'a pas joué un match. Si tout va bien, on va pouvoir lui donner quelques minutes le dernier match contre Ciné pour acter officiellement la fin de sa blessure. Et donc, ça sera chouette parce que c'est quelqu'un, de très bon et qui a le niveau pour jouer même plus haut et qui, quelque part, a loupé son année en national pour une blessure. Il a travaillé. Il n'a pas toujours l'hygiène de vie en dehors du foot qui est idéale. Mais par contre, il a travaillé pour revenir. Et là, ça fait quelques semaines qu'il s'entraîne et on serait content de le voir refouler les pelouses. Et ceux qui partent, donc Baptiste Scafidi qui s'en va à Tamine, Andy Lampeco, on en a parlé, qui s'en va à Lustin, Johan Mott qui s'en va à Nîmes, le petit Porcaro, je ne me souviens plus de son prénom. Alessio. Oui, Alessio qui va au Condrusien, oui. Alors, on a parlé de Martin Collard, on a parlé d'Antoine Richir, qui la situation n'évolue pas par rapport à cette saison-ci. Ismailovic, lui, il partirait. Et alors, votre capitaine, Damien Kravitz, point d'interrogation. Oui, il doit encore se prononcer sur le fait qu'il reste, qu'il arrête, qu'il parte. C'est des années un peu charnières pour ces joueurs-là qui ont passé la trentaine, pour certains qui vont être papas. Donc, c'est un peu des choix à faire. La D3 demande aussi des déplacements plus longs qu'en P1, voilà, Damien est le capitaine de l'équipe, donc on attend avec impatience qu'il nous dise s'il reste. Il est bien sûr le bienvenu, mais c'est toujours le dernier, chaque année, à donner sa réponse. Et donc, je suppose qu'ici, dans les 15 jours à venir, il nous donnera sa réponse. Et on va dire un peu dans les départs, c'est pas un départ, mais c'est un joueur dont on va devoir se passer. C'est Julien Walker qui s'est fait les croisés et donc qui va se faire opérer. Et probablement, c'est 9 mois de revalidation. Donc avant février ou mars de l'année prochaine, ça sera difficile de compter sur lui. Donc c'est un joueur important qu'on va perdre pour la saison prochaine. Un mot quand même sur votre successeur. Giuseppe Di Maggio de Gerpine. Comment est-ce que justement son nom est arrivé sur la table? Comment est-ce que vous avez pensé à lui et surtout pourquoi? Giuseppe, je l'ai côtoyé quand j'étais à Wépion, en P1 à Wépion. Il est arrivé pour reprendre la P2. Il a mis une touche sur la P2 qui était très foot. Il s'entraînait en même temps que nous, donc les entraînements étaient dynamiques avec ballon et sa vision du foot était bien. Ça vivait sur le bord du terrain. Son sang sicilien faisait à un moment donné que ça vivait. Et donc, voilà, c'est resté quelqu'un qu'on a apprécié à un moment donné dans le parcours. Et puis, il est passé par les jeunes de l'Olympique avec les U19, donc habitué à travailler avec des jeunes, ce qu'on a quand même régulièrement à Loyers. Il a montré de la stabilité à Gerpine en étant là depuis quelques années. Il les a fait monter en P1. Ils sont redescendus l'année où il y a eu beaucoup de descendants dans le Hainaut. Et là, ils sont deuxième au classement avec une qualification puisqu'ils ont gagné la première tranche. Et tous les échos par rapport à son travail sont hyper positifs. Et comme on cherchait à avoir quelqu'un de jeune et pour amener ce nouveau souffle, cette nouvelle dynamique au groupe, il cochait beaucoup de cases. Il cochait aussi les cases du diplôme, puisque en D3, il faut être en dernière année pour être UFA ou UFA. Ça éliminait beaucoup de candidats qui n'avaient pas ce diplôme. Mais pour le reste, il cochait toutes les cases. Donc je pense qu'on a fait le bon choix. Et avec le groupe qu'on va lui mettre entre les mains, je pense qu'il y aura une belle dynamique qui va pouvoir se créer la saison prochaine. Oui, et votre fidèle T2, Xavier Libois, il ne sera pas le T2 de Giuseppe?
Ben non, Xavier voulait... je pense que si on avait décidé de continuer 1 an, il aurait sans doute continué 1 an. Je pense qu'on est un duo. Dans certains clubs, il y a un T2, il y a un T1. Nous, on est vraiment un duo. Xavier prend en charge les entraînements. Il est impliqué dans la théorie, il est impliqué dans les choix de match. Il a son vécu en national au niveau foot. Il sait insuffler aux joueurs cette envie de bien faire et de défendre vers l'avant et de donner tous ces conseils intéressants. Donc on est vraiment un binôme complémentaire et puis on est amis dans la vie. Et puis il faut aussi parler de Rosario qui s'occupe des gardiens et qui va aussi stopper, enfin du moins Giuseppe va venir avec un adjoint qui est entraîneur des gardiens, donc ne sera pas conservé, mais qui est là depuis quelques années et qui a fait du bon boulot aussi avec les gardiens. Donc c'est important aussi de le mettre dans la réussite des dernières années de l'Oyers. Merci Jean-François d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Chouette émission, de chouettes interviews aussi. Philippe, je ne sais pas si vous avez encore un mot à demander à Jean-François. Peut-être, oui, c'est plus qu'un mot que j'aurais à demander à Jean-François. Mais alors on est encore là jusqu'à 22 heures, donc, la Ligue des Champions est là. Je préfère vous donner peut-être un petit scoop, si tant est que ça me fait toujours rire, les petits scoops. Allez-y. C'est pas vraiment un scoop, mais je pense que Jean-François le connaît, Murat Mignon, qui a joué à Ciné, puisqu'on a parlé de Flawin, je pense qu'il va aller jouer à Flawin, on l'espère pour Flawin, en 2e provincial. Voilà. Allez, et un petit coucou sympa de Lyndon Selahi dans le chat qui est présent avec nous. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Lyndon, qui est de Jambes, qui a joué à l'UA Namur. Et qui est jeune chez nous à Namur. Voilà, et qui évolue en D1 croate du côté de Rijeka. Ils sont 2e pour le moment. Ça bataille sec pour le titre. Ils sont même devant le Dinamo Zagreb et ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe de Croatie. L'an dernier, il avait perdu. Donc, Lyndon, on te souhaite cette fois-ci de décrocher un trophée avec Rijeka pour ces belles années que tu nous fais là du côté de la Croatie. Et Lyndon qui revient souvent d'ailleurs à Namur pour les vacances. Donc voilà, allez Lyndon, on te salue. On vous salue aussi. Merci à vous pour votre fidélité de semaine en semaine. C'est grâce à vous aussi que ce rendez-vous pour le foot namurois existe. On peut déjà donner les rendez-vous du week-end. On aura quand même pas mal de matchs. On va faire un focus sur la provinciale avec les différents enjeux qui se précisent. On aura Yverdon, peut-être le titre du côté d'Evelet. Il faudra être attentif du côté de Spic-Ranlay pour cela. On a dit Étoile Tamine Philippeville pour le titre en P3. On a dit également le titre en P3B pour nos amis de Flawin. À voir, il y aura un match au sommet face à Leuze. On aura des images de Wépion aussi en déplacement à Jeudine. Le match pour le maintien, ça va être important. Et puis alors, peut-être aussi des images de P4B. C'est rare, mais là, on a un titre qui peut tomber. C'est Malone Bay en déplacement à Salzine. Vous l'aurez compris, soyez attentifs et fidèles au rendez-vous dimanche à 19h. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.